Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast La Voix du couple. Et cette semaine, on a eu envie de vous parler d'engagement dans le couple. Parce que dans notre société, on a tendance à avoir une vision simpliste et réductrice de la notion d'engagement, qui va se traduire par exemple par un mariage, l'achat d'une maison ou une grossesse. Alors bien évidemment, le mariage ou la volonté d'être parent, ça témoigne évidemment d'une volonté d'engagement à l'autre. Mais réduire l'engagement à ses seuls aspects matériels ou extérieurs à soi, ça ne suffit pas. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que l'engagement, c'est pas que des mots, c'est pas qu'un événement heureux une fois tous les 5 ans, c'est aussi un travail de tous les jours qui se traduit par une multitude de petits gestes et d'actions quotidiennement. Et on aurait tendance à considérer l'engagement comme quelque chose d'acquis, comme s'il suffisait finalement de signer un contrat de mariage pour être définitivement engagé, alors qu'il s'agit véritablement d'une collaboration constante entre les deux partenaires qui souhaitent finalement faire équipe ensemble pour construire un véritable projet commun. Exactement. Et donc pour définir un peu concrètement ce que c'est que s'engager, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'origine, l'étymologie de l'engagement. Effectivement. Alors l'étymologie est peut-être un peu moins intéressante que pour d'autres mots, mais c'est quand même important d'y revenir. S'engager, c'est mettre en gage. Donc, le gage, c'est quoi ? Le gage, c'est un objet de valeur qu'on remet à son créancier pour garantir le paiement de sa dette. Donc, il y a vraiment cette idée derrière de quelque chose d'important qu'on donne. Donc, on donne de soi dans l'engagement. Un don. Il y a vraiment un don. Il y a aussi à travers ce don, il y a cette idée que dans le présent, on va devoir mettre en place des actions. Ça nous oblige, en fait, puisque c'est pour payer sa dette qu'on met, qu'on met quelque chose en gage. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension de don de soi dans le présent, avec aussi une orientation dans le futur, parce que ça engage justement sur des paiements futurs et sur voilà. Donc c'est quelque chose qui à la fois prend naissance dans le présent, qui avec des actions dans le présent. S'engager, c'est être présent à son engagement, mais il y a aussi cette notion de mettre un cadre dans le futur proche aussi, et dans le futur tout simplement, voilà, pour donner un cadre justement à une relation, en tout cas là, puisqu'on parle de couple. Donc il y a vraiment cette dimension importante de l'engagement, qui est une dimension aussi, il y a quelque chose d'assez définitif dans l'engagement, au sens où à partir du moment en fait où on s'engage, le lien que l'on sécurise en s'engageant prend une dimension plus solennelle, on va dire, et se transforme, qui fait que après ça sera difficile de garder le lien si on faillit à son engagement. Donc il y a vraiment cette idée qu'on a besoin de l'engagement pour sécuriser nos relations, mais qu'en même temps cet engagement-là, il transforme la relation, et en fait l'engagement du coup c'est bien plus qu'une promesse en l'air, qu'une parole en l'air. C'est quelque chose qui, s'il est rompu, peut mettre en péril la relation, peut mettre en péril le lien. Donc c'est un risque finalement. Donc c'est aussi un risque, et qui est bien compris dans la notion de gage. C'est prendre le risque de blesser l'autre. C'est prendre le risque, exactement. On faille à l'engagement. C'est prendre le risque de blesser l'autre autant que d'être blessé. Autant que d'être blessé soi aussi. De perdre l'autre autant que d'être perdu par l'autre. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose à la fois à risquer, et en même temps c'est quelque chose qui donne tellement de profondeur et de profondeur à une relation.
Il y a un l'engagement. paradoxe du coup. Oui, il y a vraiment un paradoxe, je pense. Il y a un paradoxe à ce niveau-là. On a besoin de l'engagement pour solidifier, cadrer, donner un sens à nos relations. Et en même temps, il y a une difficulté au cœur de l'engagement quand même. Il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir des peurs derrière. Liées à cette notion de risque, justement. Exactement. Okay. Donc oui, non, ça c'est intéressant de souligner justement oui cette contradiction, quoi, ce paradoxe. Ok, donc on va un petit peu ensemble dans la suite de cet épisode examiner tout ce qu'il y a derrière ce mot lorsqu'on souhaite cheminer sur la voie du couple. Et on va d'abord vous parler du coup des formes un peu concrètes que peut prendre l'engagement dans le cadre du couple. Nous, on parle du couple monogame. Oui. Parce que voilà, on se sent légitime de parler de ce couple-là, parce que c'est le couple que nous, on a décidé de former, Johan et moi. Petite précision, par monogame, il y a l'idée d'exclusivité amoureuse et sexuelle. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. On n'est pas dans le polyamour ni dans le couple libre, qui sont des modalités de couple qu'on respecte bien sûr, mais qui qu'on connaît pas qu'on assez connaît pour pas, en parler, ouais. et qui correspondent pas. Et de toute façon, je pense que les notions qu'on va aborder dans cet épisode, elles concernent aussi le polyamour ou le couple libre. C'est des trucs un peu universels de toute manière. Donc l'engagement, la première chose à laquelle on pense évidemment, c'est la fidélité. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, moi, quand je te parle de justement, fidélité ? On parlait de fidélité, donc là, c'est sur le plan sexuel. Ouais. Sur le plan sexuel, d'abord, on peut parler de ça. Oui, c'est une des dimensions fondamentales et ça implique aussi, là aussi, l'engagement prend une forme dans ce cas-là quotidienne, parce que c'est un travail en fait de maintenir le désir dans un couple. Une fois passées les étapes excitantes de la nouveauté, on connaît un nouveau corps. Des 3 premières années. Ou même moins que ça en réalité, parce que les 3 premières années, quand tu commences à habiter avec la personne, il y a déjà une routine qui s'installe. Moi, je te parle carrément des premiers mois là, tu vois. Donc il y a cette idée de. Il y a un challenge. Il y a un challenge et comment tu maintiens ce désir. Il y a Esther Perel, qui est une spécialiste de ce sujet, en parle très bien. Il y a cette idée qu'en fait, les couples qui s'épanouissent sexuellement, c'est parce que ils font de la sexualité entre eux un rituel. Et donc quelque chose qui, comme par exemple une méditation, s'accomplit même quand on n'a pas forcément... alors, pas envie, j'ai pas envie d'employer le terme d'envie là-dedans, mais il y a cette idée quand même... toujours dans le consentement. Évidemment, mais il y a quand même cette idée de... d'en faire un rituel, c'est-à-dire de laisser un espace quand même pour ça, de se rappeler que c'est important, de laisser un espace, et donc ça se cultive. Donc c'est quelque chose qui se cultive. Et pour créer un espace pour ça, ça implique de faire un travail sur soi, un travail de créer un espace, de communiquer, d'être ouvert sur ses propres désirs. Donc il y a quand même cette idée-là. Donc ça demande du coup de se poser ça demande de se réfléchir. poser, voilà. Donc là, l'engagement aussi prend toute sa forme, parce que on peut pas se contenter simplement de dire je vais être exclusif sexuellement avec cette personne-là et puis laisser aller sa vie de cette manière. C'est ce que Esther Perel dit d'ailleurs. C'est le meilleur moyen en fait de se retrouver frustré sur le plan sexuel, parce qu'en réalité comment dire, si on tient uniquement si on fait tenir la sexualité uniquement à une espèce de truc très spontané de désir immédiat, on résout pas le problème en fait justement Mais c'est ce que dit Esther Perel, pour être plus clair. En gros, elle parle d'une dichotomie dans le couple entre à la fois un besoin de sécurité et un besoin de désirer. Or, le fait de désirer, c'est antinomique de la sécurité. Parce qu'on a à la fois besoin dans le couple de sécurité, d'intimité, on a besoin de se sentir en sécurité, et en même temps la sécurité tue entre guillemets le désir, et c'est justement le fait de voir l'autre dans une situation qui n'est pas familière, de le redécouvrir, qui va créer du désir. Donc il y a cette antinomie là, et donc un des moyens de le résoudre, c'est justement de cultiver ce qu'on disait, de cultiver volontairement se prendre régulièrement des moments et puis aussi se développer soi, c'est-à-dire se rendre attirant par l'autre en cultivant ses propres activités, en ayant son propre rapport au monde tu vois, par exemple moi je trouve ça hyper sexy quand je te vois sur scène. Tu vois, et le fait que toi t'aies un projet artistique dans lequel tu montes sur scène et tout ça, et dans lequel je te vois chanter et tout ça, c'est un truc qui entretient aussi et donc voilà, donc l'engagement sur le plan sexuel, c'est déjà un truc extrêmement important.
Donc, à part donc la fidélité, un second point qu'il faut aborder, c'est évidemment se rendre disponible à l'autre. S'engager, donc, c'est être disponible à l'autre. Et être disponible, ça implique être à l'écoute et être présent à l'autre. Moi, j'aimerais rappeler un petit peu ce que c'est l'écoute et la présence aussi. Qu'est-ce qu'on entend par là concrètement? C'est vrai qu'on peut... je sais qu'on avait fait nous un atelier qui parlait pas mal de ça en CNV. La CNV, c'est la communication non violente. Est-ce que tu t'en rappelles un bien petit sûr. peu? Bien sûr. Ça c'est hyper intéressant. C'est un exercice, d'ailleurs clin d'œil à notre copain Johnny Baba qui animait cet atelier. Il y a un moment en fait où on doit faire un exercice où on se met dans une position où l'autre nous parle d'un problème qu'il a et nous on ne doit pas intervenir. On doit juste écouter. Et après, quand il a fini de parler, donc au bout de c'est cadré, donc il y a quelques minutes pendant lesquelles on écoute. Et après, on doit restituer ce qui a été dit avec nos propres mots, mais sans les colorer avec des conseils ou des jugements. Ouais. Donc c'est juste une reformulation de ce qui a été dit. Et c'est ça qui est compliqué. Déjà, ça c'est compliqué, mais il y a aussi autre chose qui est hyper intéressant, c'est que dans la position de celui qui est écouté, donc de celui qui parle, il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans le fait d'être écouté par quelqu'un sans que la personne émette de jugement ou donne de conseils, ou c'est juste un espèce de silence et un exercice de vraiment être présent à la personne, d'écouter ce qu'elle a à nous dire vraiment sans jugement, quoi. Et il y a et en fait, c'est un truc qu'on pratique pas tant que ça, parce que le simple fait de le faire dans un exercice comme ça, on se rend compte à quel point déjà ça paraît contre-intuitif par rapport à tous les débats et toutes les conversations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, où on a très souvent envie de donner son point de vue, de rebondir, d'avoir raison parfois. Et encore là, on n'était même pas dans une situation de conflit. Non, bien sûr. Donc alors, je ne veux même pas imaginer. Oui, voilà, c'est ça. C'est encore plus difficile quand en plus on est face à un bien conflit, sûr. quoi. Là, c'est encore plus compliqué. Ouais, bien sûr. Face à un conflit, c'est extrêmement compliqué, ouais. Et c'est un exercice du coup d'autant plus essentiel à faire. Mais c'est vrai que c'est incroyable le pouvoir que ça a de se sentir écouté. On peut parler peut-être d'un épisode au début de notre rencontre avec Anna, où au bout de... Moi, il faut savoir que je sortais d'une relation, mais genre littéralement de quelques semaines avant de rencontrer Anna. Et donc, le premier mois, j'étais pas certain. Justement, j'hésitais à m'engager parce que j'avais un peu peur. Et je me souviens de lui en avoir parlé à un moment, c'est-à-dire avoir été transparent là-dessus. Je disais que je lui ai fait part de mes peurs et je lui ai dit que je savais pas où j'allais, que j'avais peur, que voilà quoi, que j'étais un peu dans des sables mouvants, que je sortais d'une relation, que c'était pas évident pour moi d'y voir clair. Et au lieu d'être jugé et de voir quelqu'un qui prend peur ou qui essaie de... Ou qui se braque. Ou voilà, et en fait, elle m'a juste écouté et elle m'a dit, mais en fait, détente... Déjà, elle a complètement accueilli ce que je lui disais, c'était pas un problème. Donc déjà, là, je me suis senti vraiment écouté parce que c'était OK, en fait. Je me suis mise un peu à ta place parce que tu sortais d'une relation. Et c'est jamais facile de sortir d'une relation. Il y a toujours un peu un deuil à faire. Donc voilà, il faut se mettre à la place de l'autre, ça c'est clair. Et voilà, je t'ai écouté. Puis tu m'as dit... Je t'ai pas jugé. Alors forcément, moi, ça m'a fait un peu peur. Je vais pas mentir, hein, ça m'a surprise, ça m'a fait peur. Mais c'est normal aussi. Et je te l'ai exprimé aussi. Mais je t'ai surtout exprimé le fait que pour l'instant, jusqu'ici, tout s'était super bien passé. Et que tu n'avais pas de pression à te mettre par rapport au fait de tout de suite se mettre en couple, qu'on prenait notre temps et qu'il y avait pas de pression, quoi. Et justement, l'effet que ça a eu, c'est que on avait juste à kiffer, quoi. J'avais complètement peur, j'étais un peu paralysé à ce moment-là. Et le fait qu'elle me réponde ça, avec toute son écoute et avec toute sa douceur, et avec toute sa disponibilité aussi, parce qu'elle m'a dit en fait ce que tu me dis là, ça remet pas en question ce qu'on est en train de vivre, c'est OK, continuons, moi ça me dérange pas que tu ressentes ce que tu ressentes. Paradoxalement, je pense que ça t'a donné envie de t'engager. C'est ça en fait, dans un moment où t'avais pas envie de t'engager. Je me suis dit mais en fait cette meuf est géniale en fait, parce que je me sens à l'aise en fait, je peux même lui parler de mes peurs et c'est pas et ça pour moi c'est vraiment ça, à ce moment-là t'as vraiment fait preuve d'écoute compassionnelle, on peut dire, c'est un truc un peu spirituel, mais en vrai tu m'as pas jugé dans mon ressenti, t'as accepté ce que je vivais et tu m'as dit que c'était OK pour toi et qu'on pouvait continuer d'avancer et que ça changeait rien. Et ça, c'est hyper beau. Et ça parle de disponibilité aussi émotionnelle. Ça veut dire que c'est ce que j'allais dire, ouais. À ce moment-là, c'est vrai que j'étais super bien dans ma vie et j'étais du coup
émotionnellement disponible, ça veut dire que j'étais prête à m'engager, pas uniquement que sur le plan physique, mais aussi sur les plans émotionnels, spirituels, etc. La disponibilité émotionnelle, c'est quoi ? C'est avoir déjà en soi un minimum de paix et de stabilité pour être capable d'accueillir l'autre à la fois quand il va bien et en même temps aussi quand il te fait part de problèmes. Et donc ça implique pour moi cette question de disponibilité émotionnelle, ça implique nécessairement un travail sur soi pour se rendre disponible à ça, c'est-à-dire pour cultiver une forme de paix. Donc ça passe par le sport, la méditation, par énormément de choses, mais c'est un travail. Donc là aussi on parle d'engagement. C'est en cultivant justement cette paix intérieure, même si on n'a pas à être Bouddha, hein, mais d'en avoir juste un petit peu pour être capable dans certains moments d'accueillir la souffrance de l'autre aussi en face. Oui. Parce qu'en fait, être disponible à l'autre, être présent à l'autre, c'est pas uniquement que physique. On peut être tout le temps collé à son partenaire et en fait finalement ne pas être émotionnellement impliqué dans la relation et être distant émotionnellement. Et finalement, au bout d'un moment, ça va se ressentir. L'autre personne va le ressentir. Et à l'inverse, moi, j'ai des exemples de relations. Alors, nous, on l'a jamais vécu, mais de relations à distance qui peuvent hyper bien se passer parce que les deux partenaires, même s'ils sont à distance physiquement, émotionnellement, ils sont tous les deux hyper investis dans la relation, quoi. C'est clair. Donc voilà tout ce que ça implique. Donc là aussi, ça parle d'engagement parce que la disponibilité, ça se cultive. C'est pas un truc qu'on décrète à un moment, on dit on est en couple, c'est bon, on est disponible, non. Et ça, c'est facile au début de la relation. Ouais. Mais plus on avance... Ouais, quand les disputes peuvent se créer, quand il peut y avoir des points de dissension, de frottement, c'est à ce moment-là où l'écoute et la disponibilité émotionnelle, ça devient un vrai enjeu, en fait. Parce que là, ça demande un travail sur soi. C'est quand ça va plus... Voilà, quand on traverse des crises, ou que c'est là que l'écoute a un prix, parce que ça implique un vrai travail. Donc un engagement, donc quelque chose de quotidien. Ouais, et on en vient à notre troisième point, du coup, sur qu'est-ce que c'est que s'engager. S'engager, c'est communiquer, de manière honnête, et c'est le mot honnête, je pense, qui est le plus important, de manière claire sur ce qu'on a envie de dire, sur ses besoins. Il y a énormément à dire là-dessus. Je pense qu'on en fera d'autres épisodes sur la communication. Clairement, parce que je pense qu'on a déjà brossé un petit peu ce que pouvait être une communication fluide. Alors, je veux pas me jeter des fleurs, mais le moment où je t'ai parlé aussi de... je trouve que c'était un beau moment, le moment où toi, tu as accueilli ce que je disais. Oui. Parce que c'était un moment aussi où moi, je me suis confié sur ce que je ressentais, où j'ai pas fait semblant de pas ressentir ce que je ressentais. De faire le mec fort ou je sais pas quoi. Mais d'ailleurs, par rapport à ça... Donc, j'ai été honnête dans ma communication. Oui, et on a remarqué, du coup, assez tôt dans la relation que moi, j'avais plus de difficultés que toi à communiquer sur les besoins. Moi, j'avais l'impression que mes besoins, ils étaient pas forcément légitimes ou pas forcément importants. Et du coup, déjà, j'avais du mal à les reconnaître. Et ensuite, une fois que je les avais reconnus, j'avais du mal à les communiquer, à te les communiquer. Et parce que ça aussi, ça demande un travail. Ça demande un travail, et ça, c'est lié à plein de peurs qu'on a dans l'enfance, etc., de notre éducation, de plein de choses. Et finalement... le message à retenir derrière, c'est que tous les ressentis, tous les besoins, ils sont légitimes, vraiment. Et en fait, tout dépend après de la manière dont on les exprime à l'autre, dans la bienveillance, sans être passif-agressif, sans du coup rajouter du conflit à du conflit. Ça, c'est comme ça qu'en fait, on arrive à vraiment communiquer. Ouais, c'est ça. Mais ça demande... Pour communiquer, ça, c'est aussi un poncif de CNV, de communication non violente, mais c'est extrêmement important. Communiquer, c'est avoir conscience de ses besoins. Ouais. Ça demande aussi une capacité d'écoute du corps qui est très importante, parce que le besoin, il se manifeste dans un corps. On n'est pas des esprits désincarnés. Donc, il y a des besoins de l'esprit parfois, mais c'est des besoins qui se manifestent dans un corps. Et donc, il y a cette idée de revenir au corps aussi, d'être connecté à son corps pour écouter ses besoins et être capable d'être assez fluide dans le fait de les reconnaître et de les exprimer ensuite. Ouais. Mais d'abord les reconnaître et ensuite les exprimer d'une façon pacifiée. Et ça aussi, c'est un engagement. C'est un vrai engagement parce que c'est un travail, en fait. C'est pas quelque chose qui va de soi. Et c'est un travail qui doit nous pousser, on en vient un peu à un de nos derniers points, à rechercher un équilibre dans la relation. Mais alors, un équilibre donc dans la communication, mais aussi dans des tâches toutes simples du quotidien, dans les tâches ménagères, dans le fait de se soutenir au quotidien, à tous les niveaux en fait. Et donc c'est apprendre à faire des petits compromis parfois, c'est vrai, mais ça doit jamais être douloureux de faire des compromis. Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. On doit jamais se renier ses besoins, etc. Ça doit être, toujours être dans la douceur. Et c'est vraiment, si c'est dans la douleur, là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été communiqué, qui n'a pas été clair, en fait. Et ce que j'entends aussi parfois, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a peut-être aussi une forme de compétition. Il peut y avoir une forme de compétition dans le couple à ce niveau. On peut vouloir soit avoir raison, soit dire ouais, j'en ai fait plus que toi de toute façon, tu vois, compter les trucs. Et en général, quand on fait ça, c'est exactement ça, c'est que il y a un besoin qui est pas écouté et comme ils sont pas écoutés, en fait, on atteint un point de non-retour où on se met en fait à compter un peu. On se met dans une espèce de logique comptable. On est là, on fait ouais, mais là j'en ai fait beaucoup aujourd'hui, et là on n'en a pas fait beaucoup. Et donc il y a vraiment cette idée mais à la fois faire des petits compromis, c'est important, mais en même temps ne pas trop en faire, parce qu'il y a un moment où complètement. Le problème, c'est le laisser aussi les problèmes s'accumuler sans les communiquer. En se disant j'y reviendrai plus tard, c'est pas important, là je suis en train de kiffer. En fait, à faire ça, finalement on accumule et au bout d'un moment ça va exploser. De toute manière, ça va ressortir dans un conflit et l'autre va pas comprendre du coup. Il va se dire mais pourquoi tu me l'as pas dit, t'as pas été honnête à ce moment-là, t'aurais dû me dire les choses. Et nous on a un petit truc. Moi je sais que je déteste aller me coucher en étant disputée avec toi. Et alors on le fait de manière tacite, mais j'ai remarqué que depuis le début de notre relation, quand on se dispute par exemple en fin de soirée, etc. Il faut régler le problème avant d'aller au lit. Ouais, c'est ça. À un moment, il faut qu'il y en ait un qui dise on arrête de faire les enfants. Même si on n'a pas forcément trouvé une solution et résolu le problème, on a au moins eu une discussion apaisée. C'est vrai. Et claire qui nous permettra. Parfois même juste pas apaisé parfois. Parfois juste on s'est envoyé des trucs dans la gueule et c'est aussi le fait de se être envoyé dans la gueule qui fait qu'après on peut dire bon c'est bon, on a tout dit, maintenant on peut se calmer 2 secondes. Oui, mais du coup on est apaisé au moment d'aller dormir parce que on s'est dit les choses et on a communiqué dessus et du coup on n'a plus cette rancœur et cette colère quand on va se coucher. Mais d'où aussi la nécessité de communiquer sur ses besoins. Parfois, ça implique de gueuler sur l'autre. Oui, bien sûr. Moi, je suis contre cette idée, on serait tous des bouddhas. Non, c'est impossible. Et en fait, moi, je suis toujours peace et je gueule pas sur toi. Mais en fait, mais au fond de toi, il y a quand même des besoins qui sont sur lesquels tu marches en permanence si tu fais ça. Bon, après, il y a quand même des manières de dire les choses. Hein. Oui, bien sûr. Je vous invite pas à évidemment. gueuler. Le but, c'est pas de se disputer tout le temps. En fait, c'est toujours la même chose. Tu dis pas ça à quelqu'un dont le problème est d'être trop agressif dans la communication. Mais tu dis ça peut-être à quelqu'un qui a l'habitude de trop prendre sur lui et qui, tu vois. Parfois, il faut se lâcher un peu. Parfois, on se gueule dessus. Voilà, c'est même important de le faire, je pense, dans une moindre mesure, mais quand même. Mais l'important après, c'est après qu'on se soit un peu gueulé dessus, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'il m'a dit quand il m'a gueulé dessus, pourquoi il m'a dit ça. Exactement. C'est de faire un travail sur soi, de se mettre à la place de l'autre et après d'en parler. C'est et clair. Après d'aller s'excuser et l'autre s'excuse. Il n'y a jamais un qui s'excuse en général quand on se dispute. Parce qu'un conflit, c'est toujours 2 personnes. Et donc, c'est toujours l'un s'excuse et l'autre s'excuse aussi. Je sais pas si tu as remarqué. Cette idée, c'est toujours la même idée de ne pas avoir de compétition, à un moment de reconnaître. C'est ça. Et en fait, de se rappeler qu'on forme une équipe. C'est que donc, il n'y en a pas un qui veut toujours prendre l'ascendant. Non, il y a un moment où on n'est pas d'accord, il faut trouver un compromis. Et remettre à demain, du coup, les problèmes ou les sous-estimer. Ça va vraiment créer un déséquilibre dans le couple. C'est extrêmement important de le dire. Et du coup, pour ça, il faut discuter. Il faut pouvoir discuter en confiance et pouvoir se dire qu'on peut le faire à tout moment, dans les moments où ça va et dans les moments où ça va pas, pour pouvoir explorer ensuite des solutions ensemble. Très important de les explorer ensemble, ces solutions. Un autre point qu'on pourrait évoquer, ce serait, alors ça nous paraît évident, mais le respect. Forcément, quand on s'engage aussi à être respectueux et on s'engage aussi à avoir de la gratitude. La gratitude, mais ça va avec ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est l'opposé de la compétition. Tu vois, c'est cette idée de se mettre dans une disposition de dire merci à l'autre pour ce qu'il est. Pour ce qu'il peut nous offrir avec ce qu'il est. Et ça aussi, ça se cultive. Et c'est extrêmement important, en fait, d'avoir une forme d'admiration, de respect pour les qualités de l'autre. Parce que c'est essentiel. La gratitude, c'est aussi c'est un point très important et qui est un peu le ciment de l'équipe que forme un couple. Sans gratitude, il n'y a pas d'équipe. Parce que sans gratitude, on a l'impression que c'est acquis, donc on n'a plus d'efforts à faire.
aussi. Ouais, et puis on cultive aussi une disposition un peu à la compétition, à vouloir avoir raison en soum. Tu sais, on a l'air de dire ouais, mais en fait, c'est moi qui ai raison. Tu vois. Et la gratitude, c'est l'antidote à ça. C'est s'ouvrir assez à l'autre, avoir cette lucidité de reconnaître chez l'autre ces qualités que parfois on n'a pas, aussi de reconnaître la complémentarité. Ouais. Et donc, c'est faire de la place pour ce chemin à deux. C'est créer une équipe aussi qui fonctionne et qui est complémentaire. Qui est complémentaire, qui synergise et qui... Enfin voilà, c'est qui construit et qui crée, quoi. C'est clair. Ouais. Donc en fait, si on résume un petit peu tout ça, chacun des points qu'on vient d'évoquer, ils nous mettent un peu face à une sorte de vertige. Ouais. Parce qu'en fait, si je te choisis, toi exclusivement, je dis non aussi à autre chose. Ouais. Et du coup, ça peut faire peur. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette peur de perdre un peu cette liberté, entre guillemets. Et j'aimerais un petit peu qu'on parle de toutes ces peurs là, dans cette seconde partie. Je pense que dans la peur de l'engagement, c'est peut-être la peur fondamentale, c'est ça. Ouais, c'est la peur de perdre sa liberté, de plus pouvoir faire ce que je veux. Mais justement, derrière ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Est-ce que ce que je veux, c'est déjà clair pour moi ? Et est-ce que je l'ai défini ? Qu'est-ce que j'entends par ma liberté ? Ouais. Et si je suis pas claire avec moi-même sur ça, je peux pas l'être avec l'autre. Ouais. Et du coup, l'autre ne peut pas m'apporter cette liberté. Ouais. Et évidemment que je vais me sentir enfermée dans mon couple, en prison, et que l'engagement, c'est pas possible, quoi, dans ces conditions-là. Donc, je pense que c'est une des clés pour que l'autre me comprenne, me laisse jouir de mes de ces libertés-là dont j'ai besoin, finalement. Il faut en avoir clairement parlé à l'autre. Et tu vois, finalement... s'il y a peut-être un exemple concret de ce truc-là, c'est que par exemple, moi, j'ai besoin régulièrement de partir en vacances avec mes copains. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Oui. Genre, totalement. C'est un besoin. C'est-à-dire que si toute ma vie, je conçois tout à travers le couple, et notamment, alors j'aime bien partir en vacances avec ma chérie, bien sûr. Mais il y a aussi des moments où j'aime partir entre potes, quoi. Ouais. Tu vois, et ça, tu m'en as assez rapidement je t'en ai parlé. C'est vrai que c'est hyper important pour moi, et parce que c'est des moments incroyables, et c'est des moments où je sors justement aussi de ma routine de couple. Ouais. Et je sais que toi, moi, j'ai été clair là-dessus, et toi, tu l'as accepté aussi. Et c'est hyper positif parce que c'est des moments d'évasion où justement où quand je rentre, j'ai plein de choses à te raconter. Tu reviens encore mieux. Tu vois, et genre ça par exemple, c'est de ce point de vue-là, le couple, loin d'être un obstacle à cette liberté-là, c'est justement m'offre un cadre sécurisant à partir duquel je peux me permettre de faire ce genre d'aventure-là et revenir après dans le couple avec... tu vois, ça offre un cadre en avec fait. Avec une richesse que ça t'a... Toute la richesse que ça t'a apporté aussi. Donc ça, c'est un exemple concret de ce truc-là où en fait, le couple, ça peut être une grande liberté aussi, tu vois, s'il est vécu de cette manière-là et si les besoins sont exprimés de cette manière-là aussi, quoi. Ouais. Voilà, après, il y a aussi ce truc de... je pars pas, moi je veille aussi à pas partir 3 mois, tu vois ce que je veux dire, enfin, alors même si un jour dans la vie ça peut arriver, ça peut arriver aussi, tu vois, ça peut arriver, mais dans ce cas-là on en discute beaucoup, tu vois, genre c'est pas un truc que je vais t'imposer, non, en mode je me casse 3 mois et puis c'est tout, et puis tu deal with it, tu vois, non, c'est il faut en avoir discuté, et c'est ok, hein. Et si les deux sont ok, il y a pas de, bien sûr, voilà, il y a pas de problème, quoi, bien sûr. Et du coup, forcément, la seconde peur qui vient à l'esprit là, c'est l'exclusivité. Quand on parlait de fidélité, ça veut dire être exclusif, en tout cas dans notre cas, sexuellement et amoureusement parlant. Est-ce que ça renvoie pas à la blessure de perfectionnisme, ça ? Enfin, en tout cas, une peur peur de l'imperfection ? Alors, déjà, l'exclusivité, c'est la peur de renoncer. Ouais, c'est ça. De renoncer à tout ce toutes les autres personnes qu'on pourrait potentiellement avoir si on n'était pas avec notre partenaire. Et donc aussi de renoncer au partenaire parfait pour moi. Exactement. Donc effectivement, oui, ça revient un peu à la notion d'imperfection. On en parlait dans le premier épisode sur le paradoxe du choix, où on est dans une société où il y a une immense abondance de choix, de potentiels partenaires justement avec qui on pourrait faire couple. Et ça crée un vertige. Et ça a été analysé en psychologie. Et justement, quand on est exposé à trop de choix, ça crée une espèce de perfectionnisme mal placé
où on se met dans une logique de consommateur qui attend le produit parfait, quoi. En fait, qui scrolle et qui dit ouais, là, qui juge en fonction de critères déterminés. Et dès qu'il y a un des critères qui est pas coché, quoi, ben ça dégage. Et ça c'est une logique. Derrière ça, il y a une peur. Il y a une peur de lâcher sur des attentes de perfection, du couple parfait, quoi. Ouais. Et un couple n'est jamais parfait, en fait. Et c'est jamais parfait. Et c'est justement cette imperfection qui crée toute la richesse et toute la beauté qui permet de vraiment de cimenter un couple et voilà. Et quand on aime un individu, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode, on l'aime pour son unicité. Et quelqu'un d'unique, c'est quelqu'un qui est rempli d'imperfections. Et on apprend à aimer ces imperfections. Et c'est en apprenant à les aimer qu'on apprend à aimer la vie aussi. Et aussi à renoncer à cette position égotique, cette position d'égo, de vouloir maximiser son intérêt, tu vois, la valeur qu'on peut obtenir de l'extérieur, et s'ouvrir à ce que l'autre a à me donner, que ce soit parfait ou pas, et accepter ce qui est, en fait, avec ses imperfections. Et ça, c'est vraiment un mindset hyper important, et ça parle d'une vraie peur derrière. C'est vraiment la peur c'est la peur de lâcher un peu l'ego, de se responsabiliser sur le fait que on doit du coup trouver le désir et le plaisir qui est en nous et au sein du couple plutôt que vers l'extérieur. Ouais. Et c'est un travail, du coup on en revient au travail qu'on devait faire. Ouais, exactement. Ouais, de concentrer son désir sur la personne qu'on a en face de soi. Et puis dépendre de facteurs extérieurs. Voilà, et ça implique de dire non au reste. Et donc, il y a un vertige là aussi. Il y a un vertige parce que ça peut faire peur. Mais est-ce que cette personne va me combler ? Ouais. Tu vois, c'est la question derrière. Est-ce qu'elle va me combler ? Ouais. Tu vois ? Et c'est une vraie peur. C'est une vraie peur. Ouais. Mais en fait, derrière, est-ce qu'on peut jamais être comblé par l'autre ? Est-ce qu'on n'est pas comblé par la relation qu'on entretient avec l'autre, et donc et avec soi, et donc avec soi-même. Donc avec soi, ouais. Tu vois, enfin voilà, donc il y a vraiment mais il y a un terrain de peur ici très important. Bien sûr. Et donc cet engagement, il peut faire peur parce que justement parce que il met tout mon corps dans la situation de là j'ai pas le choix, genre si je veux faire tenir cette relation, il faut que je sois fidèle à mes engagements, il faut que je sois responsable par rapport à mes engagements. Mais cet engagement, est-ce que c'est une prison ou est-ce que c'est une liberté ? Et voilà, c'est là où il y a une vraie peur. Alors que comme t'aimes bien le dire, exister c'est déjà s'engager. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que pour répondre à cette question-là, finalement, il faut avancer peut-être cette idée que en fait, l'existence, par le fait même d'exister, je m'engage. Bon, ça, c'est Sartre qui le dit. Sur un plan un peu plus sur un plan un peu plus philosophique, dans son célèbre discours sur l'existentialisme et un humanisme, qui est un bouquin qui est tiré d'un discours qui a été fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel il avance le point de vue que en fait l'existence précède l'essence, que en fait j'ai pas une essence qui me prédestine à faire des choix, ou voilà, juste j'existe. Par le fait même que j'existe, je fais des choix, parce que exister, c'est faire un choix déjà. C'est se placer dans un réseau de contraintes, et en fait, le simple fait d'exister, je fais des choix. Toute la journée, je passe mon temps à faire des choix. Et c'est ces choix-là qui vont dire qui je suis. Et non pas partir de qui je suis pour faire des choix en fonction de qui je suis. Non, je construis qui je suis grâce à mes choix. Et donc, il y a une espèce de condamnation chez Sartre à la liberté. Et donc, il y a un vertige, il y a une angoisse. Mais aussi, il y a cette promesse qui est que, en fait, c'est perpétuellement en choisissant que je me rends libre et que je définis qui je suis. Je définis par mes choix, par mes actes, en fait, par mes actes quotidiens. Et donc, il y a cette idée que puisqu'on passe notre temps à choisir, déjà, ne pas s'engager, c'est déjà un choix, c'est déjà un engagement. Bah oui. Je m'engage à ne pas m'engager. C'est s'engager à ne pas s'engager. Ouais. Je m'engage sur une voie solo où je refuse ce qui peut avoir trait à l'engagement. Et c'est déjà un engagement, en fait, selon cette logique. Complètement. Et j'aime bien cette idée-là, parce qu'elle doit nous pousser justement à, plutôt que d'être dans une posture capricieuse, de dire ou de rejeter la faute sur le monde, en fait, ça implique de se dire, ok, je choisis. Donc maintenant, comment conscientiser mes choix ? Et surtout, si je suis dans une position où je suis malheureux,
quels choix j'ai fait qui sont des choix inconscients, subis un peu, qui m'ont mené à ça en fait. Et donc il y a cette idée plutôt que de refuser de s'engager, il y a vraiment cette idée de peut-être mettre plus de conscience sur tous les micro-choix que je fais et que parfois je subis. Parce qu'il peut y avoir justement un clash entre une dissonance entre ce que je désire consciemment, les choix que je veux faire consciemment, et ce que tout mon corps et tous mes automatismes me font choisir dans la vie de tous les jours, et qui rentre en contradiction avec cet idéal que j'ai de ce que je voudrais. C'est ça la souffrance. La souffrance, elle naît de là. Et donc il y a cette idée de mettre de la conscience sur les choix subis qui m'empêchent d'être qui je suis vraiment en fait. Ou en tout cas d'exprimer une vision de moi qui sera plus haute, plus en accord avec ce que j'ai envie d'être. Voilà. Ouais, il y a un vrai travail à faire. Ouais. Et c'est pour ça aussi que vraiment, si vous êtes dans ce genre de situation, et on l'est tout le temps, de toute façon en couple, parce que c'est un engagement permanent, le couple, surtout ne pas se faire culpabiliser l'un l'autre. C'est complètement contre-productif. Ouais. Rappelez-vous du coup que on est tous les jours confrontés à des peurs dans l'engagement, mais pas que forcément dans le couple, dans la vie de tous les jours. Parfois, moi je le sais, j'ai peur de m'engager sur certains projets, dans ma musique, dans plein de choses. Donc voilà, se mettre à la place de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il a peur de s'engager là dans le couple ? C'est quelque chose qu'on vit régulièrement au quotidien, la peur de l'engagement. Ouais. Et voilà, appliqué au couple, c'est pas plus grave. C'est quelque chose de normal, quoi, qu'il faut banaliser et du coup qu'il faut travailler. Exactement. Et donc peut-être pour finir sur un dernier point, qui serait de dire que il n'y a pas vraiment d'opposition en fait en réalité entre la liberté et la contrainte. Alors certaines formes de contraintes, quand elles sont subies et qu'elles sont pas alignées avec qui j'ai envie d'être, peuvent nuire à ma liberté. Mais il y a cette idée que la liberté, en fait, loin d'être brimée par les contraintes, elle peut s'épanouir justement grâce aux contraintes que je choisis. Et en fait, c'est ça l'engagement. En fait, s'engager, c'est choisir sa contrainte. T'as résumé. Je pense que c'est ça. En fait, c'est choisir librement, consciemment. Si c'est toi qui l'as choisi, c'est ta liberté, en fait. Exactement. Je pense que ça, voilà. Si je pouvais reformuler, s'engager, c'est choisir librement, consciemment, la contrainte que je veux m'imposer. Ouais, et c'est à travers cette contrainte que je vais construire la personne que j'ai envie d'être. Et voilà. Et en fait, du coup, il n'y a plus d'opposition quand tu vois les choses comme ça entre liberté et contrainte. Il n'y a plus d'opposition parce que tu comprends que c'est avec une certaine forme de discipline, de régularité, de cet esprit de revenir à l'engagement que en fait tu peux accomplir des choses dans la vie et que tu peux avancer déjà sur la voie du couple, et ensuite ça peut aussi se démultiplier et ça peut s'appliquer à toutes sortes de projets. Et il y a cette idée de faire un travail de conscience, de prendre conscience. Et voilà, et c'est ça le plus important en fait. Et je rajouterais aussi de se montrer vulnérable. Ah oui. C'est un peu la conclusion, parce que tout ce qu'on disait sur le fait de communiquer, d'aller chercher ses besoins, d'en parler à l'autre, ça implique forcément d'être vulnérable face à l'autre. Ouais. Et ça, en tout cas, nous, on l'a bien compris, c'est la clé, en tout cas pour nous, de l'épanouissement dans notre relation. C'est clair, de couple. La vulnérabilité, c'est essentiel aussi. Ouais. Et tout ça est connecté parce que sur la voie du couple, on ne chemine pas seul. Et donc, on a bien compris qu'il y avait quelque chose de décisif qui se jouait dans l'écoute de ses besoins et dans le fait de les communiquer à l'autre, que c'est un peu ça qui sous-tend énormément de choses là-dedans. Et que pour ça, il y a une forme de vulnérabilité à avoir. Et la vulnérabilité, c'est vraiment c'est cette espèce d'être au monde et qui se permet de souffrir, qui se le permet et qui n'a pas honte. Qui n'a pas honte, qui n'est pas non plus dans une complaisance, dans un espèce de tu vois, qui s'attache à sa souffrance comme on s'attache à je sais pas, à un truc auquel on tient, mais qui par contre est lucide et qui communique sur ce qui va pas aussi. Et voilà, et c'est très important, quoi. Ouais. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. C'est une bonne conclusion sur l'engagement. Super. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais. Au revoir. Au revoir.